Il pensait que c'était une journée comme les autres. Il roulait dans les rues d'un quartier résidentiel calme en périphérie de Houston. Lunettes de soleil en place, bras nonchalamment posés sur la portière, uniforme impeccable. Mais derrière cette façade de rigueur policière se cachait autre chose. Ce policier blanc, vétéran du service, portait en lui des jugements silencieux, un mépris latent, des idées héritées et jamais remises en question. Dans la voiture de patrouille, personne pour l'arrêter. Sur le terrain, encore moins, il scrutait les alentours avec l'œil d'un chasseur. Et là, il la vit. Une berline noire garée correctement, moteur éteint. À l'intérieur, une femme noire, seule, concentrée sur des papiers posés sur ses genoux. Elle ne regardait pas autour d'elle. Elle n'avait rien fait de mal. Mais pour lui, cela suffisait. C'était sa cible, il freina doucement, recula de quelques mètres, et coupa le moteur. Il jeta un œil rapide autour de lui. Personne. Alors, d'un geste rapide et furtif, il sortit de son véhicule, s'approcha à pas feutrés, sortit une matraque télescopique et... Clac. Le feu arrière gauche. Puis un second coup. Clac. Celui de droite. Les éclats de plastique se dispersèrent au sol. Il retourna tranquillement à sa voiture. Feu cassé. Infraction valide. Motif d'interpellation. Il sourit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il s'apprêtait à humilier n'était pas une anonyme parmi tant d'autres. Elle n'était pas sans défense. Elle n'était pas invisible, non. Elle était juge. Juge fédéral, et ce qu'il venait de déclencher allait non seulement marquer la fin de sa carrière, mais aussi exposer au grand jour un système de pouvoir corrompu et arrogant. Ce n'était pas juste une amende. Ce n'était pas un simple abus de plus dans une longue liste. Ce jour-là, il déclenchait une tempête, parce qu'on ne touche pas à la justice sans en payer le prix. Et lui, il allait tout perdre. Daniel Mercer avait l'uniforme dans la peau, depuis toujours. Il en parlait comme d'un héritage sacré, un rôle noble, presque divin. Mais sous cette façade patriotique se cachait autre chose. Quelque chose de plus sombre. Un homme qui ne cherchait pas à protéger, mais à dominer. Originaire d'un petit comté conservateur du Texas, Daniel grandit dans une famille où l'on parlait souvent de maître de l'ordre, surtout quand il s'agissait des autres. Son père, ancien militaire, lui répétait souvent « Un bon flic, c'est celui qui fait comprendre qui commande ». Il avait grandi avec cette idée que l'autorité ne se discute pas, elle s'impose. À l'école de police, Daniel n'était pas le plus brillant, mais le plus obéissant. Il suivait les règles à la lettre, sauf celles qu'il pouvait contourner pour renforcer son pouvoir. Dès ses premières années dans la police, il s'était bâti une réputation officieuse, efficace, rapide et décisif. Un mot qui voulait dire, en réalité, brutal, autoritaire, expéditif. Mais ce qui le rendait vraiment dangereux, c'était son intelligence. Il ne criait pas, ne frappait pas en public. Il savait comment manipuler une situation, comment tordre un rapport, comment effrayer quelqu'un sans lever la main. Il utilisait la loi comme une arme, et son badge comme une excuse. Avec le temps, il avait compris quelque chose. S'il visait les personnes les plus fragiles, les plus silencieuses, il n'aurait jamais de problème. Il ne s'attaquait jamais aux blancs aisés, ni aux familles de policiers, ni aux commerçants. Il visait les jeunes noirs, les mères célibataires, les sans-papiers. Et quand quelqu'un protestait, il savait exactement quoi dire pour le faire taire. Dans le poste, on plaisantait sur son sixième sens. Il trouvait toujours les bonnes cibles, disait-on. Certains collègues admiraient son sang-froid. D'autres, plus lucides, évitaient de partir en patrouille avec lui. Il savait que s'il arrivait quelque chose, Daniel couvrirait ses traces. Il écrivait des rapports parfaits, précis, cohérents. Mieux que la réalité, son nom n'était pas encore dans les journaux, mais il circulait dans les quartiers qu'il surveillait. On le craignait, et lui, il le savait. Il s'en nourrissait. Il disait aux jeunes qu'il interpellait, « J'ai toujours une raison. Et si j'en ai pas, j'en trouverai une. » Et il en trouvait. Ce n'était pas de la haine brute. C'était plus subtil, plus insidieux. Daniel Mercer ne pensait pas être raciste. Il se disait réaliste. Statistiquement, j'ai plus de chances de trouver un problème chez eux, disait-il à ses collègues. Il justifiait tout par des chiffres qu'il ne comprenait même pas, par des anecdotes, des clichés, des faits divers vus à la télévision. Il n'avait jamais remis en question sa propre position. Il agissait dans les angles morts du système. Les plaintes déposées contre lui étaient classées sans suite. Pourquoi ? Manque de preuves. Parole contre parole.
Et lui, il avait toujours une caméra accidentellement éteinte ou un micro mal activé. Il connaissait les failles, les procédures, les délais. Un jour, un jeune avocat avait tenté de le confronter après une arrestation douteuse. Daniel s'était contenté de sourire et de dire « Tu penses que la parole d'un flic, c'est rien ?» Demande au juge qui signe les mandats. Et il n'avait pas eu tort. La justice locale le couvrait. Pas par loyauté, mais par routine. Les policiers comme Daniel étaient utiles. Il faisait le sale boulot. Il ne vivait pas dans le quartier où il patrouillait. Il rentrait dans une banlieue calme, pavillonnaire, loin du tumulte, où personne ne se doutait de ce qu'il faisait. Il était marié, sans enfant, et sa femme ne posait pas de questions. Elle savait qu'il ne fallait pas parler de son travail. Il rentrait le soir, buvait une bière, regardait les infos en soupirant. Et parfois, il souriait en voyant un visage familier menotté à l'écran. Un nettoyage utile, disait-il, mais malgré sa confiance, quelque chose le rongeait. Il avait vu des collègues tomber. Un scandale, un téléphone filmant au mauvais moment, une plainte remontée jusqu'à la presse. Il se disait qu'il ne ferait jamais ces erreurs. Qu'il était plus malin. Il se sentait au-dessus du lot, jusqu'à ce jour. Ce jour-là, il n'y avait pas eu de cri, pas de course-poursuite. Juste une femme dans une voiture. Et lui, certain qu'elle n'avait aucun pouvoir. Une simple formalité. Une humiliation de plus. Il s'était même autorisé un sourire quand il avait cassé les feux arrière. Il aimait ce sentiment de contrôle absolu. Il en avait besoin. C'était sa drogue, mais cette fois, la cible n'était pas silencieuse. Cette fois, c'était une juge. Une femme noire, éduquée, respectée. Une figure de l'autorité, bien plus puissante que lui. Et surtout, quelqu'un qui ne comptait pas laisser passer. Il n'en savait rien encore. Mais à cet instant précis, il avait signé sa propre chute. Il était un peu plus de 9 heures du matin lorsque Daniel Mercer s'engagea dans un quartier résidentiel paisible à la périphérie sud de Houston. Le soleil filtrait à peine à travers les nuages, la ville était encore engourdie. Les rues étaient calmes, presque silencieuses, bordées de maisons bien entretenues, des pelouses soigneusement tondues, des boîtes aux lettres intactes. C'est ici qu'il aimait travailler. Ce qu'il appelait patrouiller, c'était, en réalité, observer. Repérer. Guetter. Il connaissait parfaitement les recoins de ce quartier. Il savait quels véhicules appartenaient aux résidents, et lesquels déraisonnaient. Sa propre interprétation de l'ordre. Et c'est à ce moment-là qu'il la vit. Une berline noire, élégante, propre, stationnée au bord du trottoir. Pas sur une ligne interdite. Pas en double fil. Juste garée. Mais à ses yeux, quelque chose clochait, la conductrice. Une femme noire, bien habillée, probablement une quarantaine d'années, concentrée sur un dossier qu'elle lisait attentivement. Elle ne regardait même pas autour d'elle. Elle semblait calme, sereine. Daniel ralentit. Puis il recula doucement son véhicule, sans activer ses gyrophares. Il s'arrêta à une quinzaine de mètres, juste hors de son champ de vision. Il la scruta. Il ne voyait aucun motif légitime d'intervention. Rien à signaler. Pas d'infraction. Pas d'agitation. Rien. Mais dans son esprit, ce n'était pas nécessaire. Il suffirait de créer l'élément déclencheur. Il l'avait déjà fait. Il sortit de la voiture de patrouille, fit semblant de vérifier ses pneus. Un coup d'œil rapide autour de lui. Personne ne le regardait. Les rideaux des maisons étaient fermés, les trottoirs déserts. Il s'avança vers la voiture de la femme, en passant derrière. Il observa les feux arrière. D'un geste vif, presque naturel, il sortit une matraque télescopique de sa ceinture. Clac. Le feu arrière gauche céda sous le coup. Quelques morceaux tombèrent au sol. Il vérifia ses arrières. Puis un second clac. Le feu arrière droit, brisé aussi. Il retourna tranquillement à sa voiture. Cette fois, il alluma les gyrophares. Lentement. Comme s'il venait de remarquer une infraction. Il se saisit de son carnet, ajusta son uniforme, puis s'approcha de la berline. Elle leva les yeux en le voyant arriver. « Bonjour madame » lança-t-il avec une voix neutre mais autoritaire. « Puis-je voir votre permis et vos papiers, s'il vous plaît ?» Elle le regarda, intriguée mais sans nervosité apparente. « Y a-t-il un problème, officier ? Vos feux arrière sont brisés. » « C'est une infraction. Je vais devoir rédiger une contravention. » Vous êtes en stationnement prolongé également, ce qui pourrait poser un problème ici. Elle fronça à peine les sourcils.
Je suis stationné depuis moins de 10 minutes. Et je doute que ce soit une zone à limitation stricte. Daniel se raidit. Ce ton. Cette précision. Cette assurance. Madame, je vous demande simplement de coopérer. Vous avez quelque chose à cacher? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle rangea calmement ses papiers, les tendit à l'officier. Il les prit avec un soupir feinté, notant mentalement qu'elle semblait trop calme pour une simple citoyenne surprise par une interpellation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle l'avait vue. Pas clairement. Pas dans le détail. Mais dans son rétroviseur, elle avait perçu un mouvement furtif. Elle avait entendu un bruit inhabituel. Elle n'était pas dupe. Daniel retourna brièvement à sa voiture, pour faire mine de vérifier ses informations. En réalité, il cherchait à temporiser. Il n'avait aucune envie de se faire confronter. Mais il se sentait toujours en contrôle. Lorsqu'il revint, elle ouvrit lentement la portière. « Je peux sortir, officier ?» Il hocha la tête, un peu surpris. « Oui. Mais restez près du véhicule. » Elle descendit calmement, mallette à la main. Elle ne regarda pas directement le policier. Elle s'agenouilla, posa sa mallette, l'ouvrit délicatement. Daniel la scrutait, méfiant. Il pensait à un document, un badge peut-être. Il se tenait prêt, sans savoir pourquoi. Mais ce qu'il vit le laissa muet. Elle sortit une robe noire. Une robe de juge, et avec un calme désarmant, elle commença à la passer sur ses épaules, comme un rituel lent et solennel. Il sentit le sol vaciller sous ses pieds. Daniel Mercier n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. Elle se tenait debout, droite, revêtue d'une robe noire de magistrat. Le contraste entre le calme de son geste et l'onde de panique qui commençait à monter en lui était saisissant. Il s'était attendu à une réaction classique, peur, confusion, peut-être des excuses, ou de la colère incontrôlée. Mais ce qu'il avait devant lui, c'était le contrôle absolu. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux vers lui, lentement. « Je suis Angela Reed, juge fédéral au tribunal de district du sud du Texas. » Silence. « Vous venez de m'interpeller sans motif légal, en inventant une infraction que vous avez vous-même provoquée. J'ai vu vos mouvements dans le rétroviseur. J'ai entendu les coups. Vous avez délibérément cassé mes feux arrière pour pouvoir exercer votre autorité de manière abusive. » Il tenta de balbutier une réponse. « Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Il doit y avoir un malentendu. » Mais elle ne bougea pas. « Vous m'avez accusé faussement. Vous m'avez abordé avec arrogance, mépris et une tentative évidente d'intimidation. Et pire que tout, vous avez utilisé votre position de pouvoir pour fabriquer une faute. Savez-vous combien de personnes n'auraient pas pu se défendre aujourd'hui ?» Il se raidit. Sa respiration devint plus rapide. Le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Il regarda autour de lui, comme pour chercher une sortie, un témoin, un soutien. Rien. Juste elle et lui. Angela Reed ne haussa pas le ton. Sa voix restait calme, mais chaque mot était une lame précise. Une leçon. Une sentence. Ce genre de pratique ne relève pas simplement d'une faute professionnelle. C'est un abus de pouvoir. Une infraction pénale. Une atteinte à l'intégrité judiciaire. Vous représentez la loi. Et vous l'avez utilisée contre les citoyens, délibérément. Daniel recula légèrement. Il essaya de se reprendre. « Je suis désolé, madame. Je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais su. » Elle le coupa net. Et c'est là que réside votre erreur fondamentale. Ce n'est pas qui je suis qui devrait vous arrêter. C'est ce que vous faites. Elle sortit lentement un petit dictaphone de sa poche. Tout a été enregistré depuis le moment où vous m'avez abordé. Y compris vos accusations sans preuve, votre ton, vos mensonges et l'absence totale de procédure légale. Ce dictaphone est certifié, utilisé lors de mes audiences. Il est horodaté et inviolable. Daniel blêmit. Il n'avait jamais été confronté à ça, une preuve irréfutable. Et une autorité qu'il ne pouvait pas contourner. Il tenta une dernière échappatoire, l'humilité feinte. Je suis désolé. Je peux m'excuser. On peut régler ça à l'amiable. Pas besoin d'aller plus loin. Mais cette fois, son masque était tombé.
et elle le regardait comme on regarde un criminel qu'on vient de prendre la main dans le sac. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à tous ceux que vous avez piégés. À toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, n'ont ni robe, ni titre, ni dictaphone. Elle sortit un petit carnet, y inscrivit méticuleusement l'heure, le lieu, son nom et le sien. Puis elle referma calmement la mallette. Je vais déposer plainte. Demain matin. Et croyez-moi, ce ne sera que le début. Elle le contourna, remonta dans sa voiture. Ferma la portière. Puis baissa la vitre. Je vous conseille de contacter un avocat. Et de revoir votre définition de la justice. Elle démarra lentement, sans un mot de plus. Daniel resta là. Figé. Immobile. Sur le trottoir d'un quartier où, pour la première fois de sa carrière, il ne contrôlait plus rien. Le silence après son départ était plus assourdissant que n'importe quelle sirène. Daniel Mercier restait debout, comme figé dans le temps. Sa main tenait encore son carnet d'amendes, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il regardait le vide, son cerveau cherchant désespérément un moyen de recoller les morceaux de contrôle qu'il venait de perdre. La robe. Ce simple morceau de tissu noir, il ne l'oublierait jamais. Elle n'était pas juste un symbole. Elle était un rappel brutal qu'il ne pouvait pas toujours dicter les règles. Et cette femme, cette juge, lui avait rappelé que le pouvoir pouvait aussi changer de camp. À tout moment. Il remonta dans sa voiture, l'intérieur lui semblait plus étroit que d'habitude. Il respira profondément, essayant de se convaincre qu'il pouvait encore maîtriser la situation. Peut-être qu'elle bluffait. Peut-être qu'elle ne déposerait pas plainte. Peut-être que le dictaphone ne fonctionnait pas, mais il savait que tout cela était vain. Ce regard, cette voix. Il n'y avait pas de bluff. Elle avait tout vu. Tout entendu. Et elle avait tout prévu. Elle n'était pas une passante, une mère de famille ordinaire, un inconnu dans la rue. Elle était la loi incarnée. Et lui, il avait tout misé sur son anonymat. Il repassa les événements dans sa tête, encore et encore. Il revit ses gestes, ses mots, le moment exact où il avait brisé les feux. Il se rappela ce petit mouvement de la tête qu'elle avait fait en entendant les coups. Il avait sous-estimé son intelligence. Son sang-froid. Son statut. Il avait cassé 2 feux arrière en pensant qu'il avait cassé une défense. Il n'avait fait que briser son propre avenir. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la juge Angela Reed n'était pas seulement influente. Elle était respectée dans les plus hauts cercles du système judiciaire. Elle avait plaidé des affaires fédérales complexes, présidé des audiences critiques, et porté des décisions qui avaient changé des vies. Elle n'était pas seulement préparée à cette confrontation. Elle en avait vu d'autres. Elle avait déjà affronté des avocats corrompus, des politiciens intimidants, des lobbyistes agressifs. Ce policier n'était pour elle qu'un énième obstacle. Sauf qu'il avait eu le tort de l'humilier. Et ce que personne n'humilie sans conséquence, c'est une juge en possession des preuves. Angela Reed n'avait pas eu besoin de crier. Elle n'avait pas eu besoin d'élever la voix ou de jouer de son autorité de manière ostentatoire. Elle avait simplement parlé avec les armes les plus puissantes du monde judiciaire, la vérité, la preuve et le calme. Et Daniel ? Il n'était plus un agent de l'ordre. Il était un dossier en attente. Angela Reed n'avait pas prononcé un mot de trop. Pas une phrase inutile. Elle avait quitté les lieux avec une détermination glaciale, comme si tout avait été planifié à l'avance. Elle savait ce qu'elle allait faire. Et elle savait que chaque geste de Daniel Mercier était désormais entre ses mains. Le lendemain matin, à la première heure, elle entra dans un bâtiment administratif du centre-ville de Houston. Bureau austère, accueil neutre, mais les employés savaient qui elle était. En moins de 10 minutes, la plainte était rédigée, documentée, appuyée par un enregistrement audio, des photos de son véhicule, et une lettre signée sur papier officiel avec en tête de la Cour fédérale. L'administration ne pouvait pas ignorer ça. Le nom de Daniel Mercier passa immédiatement entre les mains du département des affaires internes. Et ce n'était qu'un début. Angela ne s'était pas arrêtée là. Elle avait contacté une organisation de surveillance policière indépendante. Envoyé l'enregistrement. Décrit les circonstances. Le ton. L'intention. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle voulait exposer, et c'est exactement ce qui arriva. 3 jours plus tard, une vidéo issue d'une caméra de surveillance privée fut publiée sur les réseaux sociaux. La séquence était nette, brutale. On y voyait un policier s'approcher d'une voiture stationnée, matraque à la main, puis frapper 2 fois les feux arrière. L'image était datée, horodatée. Pas de son. Mais pas besoin.
Les gestes parlaient d'eux-mêmes. Dans les heures qui suivirent, le nom de Daniel Mercé fut identifié par les internautes. Un flot de commentaires inonda Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Des captures d'écran, des témoignages anonymes. Des jeunes du quartier reconnurent le visage. C'est lui qui m'a mis une amende inventée. C'est lui qui m'a menacé de me coffrer si je ne vidais pas mes poches. En moins de 48 heures, l'affaire prit une ampleur nationale. Des médias locaux, puis nationaux s'en emparèrent. Les chaînes d'infos titrèrent « Un policier piégé par son propre piège ». Une juge fédérale fait tomber un flic toxique. Dans les couloirs du commissariat, l'ambiance changea. Certains se refermèrent. D'autres, plus jeunes, se réjouirent à demi-mot. Il y avait toujours eu un malaise autour de Daniel Mercé. Il représentait l'ancien monde. Celui qui agissait dans l'ombre avec arrogance, persuadé que l'uniforme était une armure impénétrable. L'administration, elle, ne pouvait plus temporiser. Sous pression médiatique, elle suspendit Daniel Mercé temporairement, le temps de l'enquête. Il fut convoqué, interrogé, sommé de s'expliquer. Mais tout son vernis habituel craquait. Il tenta de nier, d'édulcorer, de prétendre qu'il avait entendu un bruit suspect et voulu inspecter le véhicule. Mais l'enregistrement d'Angela, combiné aux images vidéo, ne laissait aucune place au doute. Et puis, la juge fit quelque chose d'encore plus puissant. Elle organisa une conférence de presse. Pas dans un cadre dramatique. Pas avec des effets de manche. Juste elle, assise derrière un micro, calme, posée, déterminée. Ce que j'ai vécu n'est pas un cas isolé, dit-elle en regardant la salle pleine de journalistes. C'est un système où l'abus de pouvoir est parfois déguisé en zèle, où l'arbitraire se cache derrière l'uniforme. Si cela m'est arrivé à moi, imaginez ce que vivent ceux qui n'ont ni fonction, ni micro, ni soutien. L'effet fut immédiat. Des centaines de messages affluèrent. Des personnes racontèrent des expériences similaires avec le même policier. De vieux dossiers furent réexaminés. Des enregistrements oubliés retrouvés. Les services internes découvrirent que Daniel Mercé avait déjà fait l'objet de 14 plaintes classées sans suite. Une accumulation que le scandale actuel rendait impossible à ignorer. Dans les quartiers populaires, son nom devint un symbole. Des affiches apparaissaient sur les murs, « Justice pour les silencieux », accompagnées de son visage et de celui d'Angela. Des jeunes militants organisaient des rassemblements pacifiques. Et au centre de tout cela, la juge Reed restait d'un silence impressionnant. Elle laissait le système faire son travail. Mais elle savait que chaque jour qui passait rapprochait Daniel de sa chute. Le maire lui-même fut interrogé. La pression était trop forte. Nous avons ouvert une enquête complète. Nous traiterons cette affaire avec toute la rigueur nécessaire. Personne n'est au-dessus de la loi. Même au sein du système judiciaire, le nom d'Angela Reed circulait comme une figure d'intégrité. On l'appelait, on la remerciait, on l'encourageait. Certains craignaient des répercussions, d'autres y voyaient une opportunité de purification. Mais tous comprenaient une chose, un policier avait été pris la main dans le sac, et cette fois, il ne sortirait pas indemne. Et Daniel ? Il s'enferma chez lui. Supprima ses comptes sociaux. Refusa les appels. Il ne comprenait pas comment cela avait pu dégénérer aussi vite. Il se répétait que ce n'était qu'une erreur, un excès de confiance, rien de grave. Mais au fond de lui, il savait. Il savait qu'il avait dépassé une ligne que plus personne n'était prêt à tolérer. Il n'était plus flic. Il était suspect. Et le pire, c'est que ce n'était pas fini. Les premiers jours de l'enquête interne furent protocolaires, presque mécaniques. Mais très vite, l'affaire Mercé devint une affaire d'État. Il ne s'agissait plus simplement d'un incident isolé entre une juge et un policier. C'était un miroir tendu à un système judiciaire américain rongé par les abus de pouvoir, les silences institutionnels et les mécanismes d'impunité. Le chef de la police de Houston fut contraint de s'exprimer publiquement. Il affirma que la transparence serait totale et que toute personne portant un uniforme devrait répondre de ses actes. Une déclaration qui semblait sincère, mais qui contrastait avec l'attitude défensive qu'avaient adoptée plusieurs officiers de haut rang, inquiets de ce que pourrait révéler l'enquête. Le département des affaires internes lança une inspection complète du dossier de Daniel Mercé. Ce qu'ils trouvèrent dépassa largement le cadre du simple incident avec Angela Reed. Première découverte, 14 plaintes déposées sur les 10 dernières années, toutes classées sans suite. Les motifs étaient presque toujours les mêmes. Comportement agressif, interpellation injustifiée, usage suspect de la force, propos déplacés, intimidation verbale. Certaines plaignantes avaient été décrites comme peu crédibles, d'autres hostiles à la police.
À la lumière de la nouvelle affaire, ces justifications sonnèrent comme des excuses vides. Deuxième découverte, des incohérences récurrentes dans les rapports d'arrestation de Mercé. Des chronologies qui ne tenaient pas, des descriptions vagues, des témoins absents ou inaccessibles. En recoupant ces rapports avec des images de caméras de surveillance, plusieurs divergences apparurent. Ce n'était plus une affaire des imprécisions administratives. C'était du camouflage. Troisième découverte, la complicité passive de ses supérieurs. Un lieutenant avait fermé les yeux à plusieurs reprises. Un capitaine avait signé sans lire. Pire encore, 2 autres policiers avaient admis, hors caméra, avoir vu Daniel faire des choses limites, mais n'avoir rien dit pour ne pas créer d'ennui. Mais l'enquête ne s'arrêta pas là. Un comité spécial fut formé, incluant des représentants du ministère de la Justice, du bureau du procureur fédéral et d'associations de défense des droits civiques. Ils reprirent, un à un, les dossiers traités par Mercé. Une montagne de paperasse, de vidéos, de témoignages. Ils découvrirent qu'il avait arrêté des dizaines de jeunes, souvent sans motif tangible. Certains avaient été inculpés sur la seule base de ces rapports. Des condamnations rapides, expéditives. Et puis, il y eut les témoignages. Des hommes. Des femmes. Parfois des adolescents, devenus adultes entre-temps. Tous racontaient des variations du même scénario. Contrôle routier sans raison, attitude méprisante, fausses accusations, pression psychologique, amende inventée. Il m'a dit que si je continuais à parler, je finirais en cellule sans que personne ne sache pourquoi. Il m'a regardé comme si j'étais coupable juste parce que je suis noire. Il savait que je n'avais pas d'argent pour un avocat. Il en profitait. Les enquêteurs commencèrent à dresser le portrait d'un agent qui avait institutionnalisé la prédation. Il ne faisait pas d'erreur. Il avait un système. Calculé. Répété. Automatisé, mais c'est l'arrivée du FBI dans l'enquête qui fit franchir un cap décisif. Le FBI s'intéressa à la dimension systémique. Si Mercé avait pu agir aussi longtemps, c'est qu'il avait été protégé, ou du moins ignoré. Des agents fédéraux fouillèrent ses relevés téléphoniques, ses communications internes, ses échanges avec ses supérieurs. Ils découvrirent qu'il utilisait un langage codé dans ses rapports, des expressions comme profil habituel, réflexe préventif, ou contact utile, autant de termes pour désigner des interpellations ciblées sur base de race ou de classe sociale. Mais plus encore, ils découvrirent un groupe privé sur une messagerie sécurisée, où plusieurs policiers échangeaient des anecdotes, des astuces pour neutraliser des vidéos citoyennes, contourner les caméras, ou adapter un récit aux exigences d'un rapport. Daniel Mercé était l'un des membres les plus actifs. À ce stade, il ne s'agissait plus d'un simple renvoi disciplinaire. C'était une affaire criminelle. Angela Reed, elle, suivait tout cela avec une précision chirurgicale. Elle n'intervenait pas publiquement. Elle laissait l'appareil judiciaire fonctionner. Mais elle avait pris une décision, elle témoignerait. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux que Mercé avait piétinés. Elle fut convoquée par le comité d'enquête spéciale. Durant plus de 3 heures, elle raconta en détail les événements. Elle fournit l'audio. Elle expliqua la logique juridique derrière chaque accusation portée. Elle mit en lumière le mécanisme d'humiliation utilisé par Mercé, sa posture agressive, sa manipulation de la procédure. L'un des membres du comité déclara à la presse après l'audition, « Ce n'est pas souvent qu'un témoignage force un silence aussi total dans une salle d'enquête. » Pendant ce temps, Daniel Mercé vivait reclus. Il avait été suspendu sans solde. Son nom était partout. Il n'allait plus faire ses courses, ne répondait plus aux appels. Certains anciens collègues ne lui parlaient plus. D'autres, plus cyniques, lui disaient d'avouer et sauver ce qu'il pouvait. Mais lui, il continuait de nier. Il parlait de complot. De vengeance. De piège politique. Il disait à son avocat, « Je fais juste mon boulot. Je suis un bon flic. » Mais même cet avocat, au bout de quelques jours, demanda à être remplacé, car tout le monde avait compris que Mercé ne serait pas simplement licencié. Il serait jugé, et cette fois, il ne serait pas celui qui poserait les questions. Le 8 janvier, le procès de Daniel Mercé s'ouvrit dans une atmosphère lourde. Les couloirs du tribunal fédéral étaient remplis de journalistes, d'activistes, de familles, de simples citoyens venus assister à ce qu'on appelait déjà le procès du silence institutionnel. La salle d'audience était pleine. Les bancs réservés au public débordaient. Certains restaient debout, accrochés au moindre mot. Devant eux, l'ancien policier Daniel Mercé, costume gris trop large, visage fermé. Il ne portait plus l'uniforme, il n'était plus qu'un homme seul face à ses actes. L'accusation avait préparé un dossier massif. 14 chefs d'inculpation. Abus de pouvoir. Entrave à la justice. Falsification de rapports. Destruction de preuves.
discrimination raciale aggravée. Et le plus grave, comportement institutionnalisé de harcèlement ciblé. Angela Reed fit son entrée dans la salle. Elle ne porta pas sa robe ce jour-là. Mais sa présence seule suffisait à imposer le respect. Elle s'assit, droite, en silence, dans le banc des témoins. Le procureur ouvrit la séance avec une phrase simple. Ce n'est pas un procès contre un homme. C'est un procès contre ce qu'un uniforme peut devenir quand il est utilisé pour humilier, détruire et terroriser au nom de la loi. La stratégie de la défense était prévisible. Ils présentèrent Mercer comme un agent débordé, victime de stress professionnel, sans antécédents graves. Ils parlèrent d'un incident regrettable, d'un moment de faiblesse. Mais personne ne fut dupe. Le poids des preuves était écrasant. L'audio de l'interpellation fut diffusé dans la salle. On entendait clairement la voix de Mercer, sèche, accusatrice. On entendait aussi celle de la juge, calme, mesurée. On entendait la tension. On entendait l'intention, puis vinrent les vidéos de surveillance. On revit les gestes. La matraque. Les coups sur les feux arrière. La manipulation. Le sabotage. Mais ce qui frappa le plus la salle, ce fut le témoignage d'Angela Reed. D'une voix ferme, elle raconta les faits, sans exagération. Elle décrivit la scène, la posture, les mots. Elle parla des dizaines de visages anonymes qu'elle avait vus au fil de sa carrière, condamnés à cause de policiers comme Mercer. Elle parla du pouvoir, de la peur, du silence. Ce qu'il m'a fait, ce n'est pas une exception. C'est une méthode. Ce n'était pas un accident. C'était un système. Le jury écoutait, immobile. Chaque phrase résonnait comme une lame. Les jours suivants, d'anciens plaignants prirent la parole. Certains étaient nerveux, d'autres en colère. Tous avaient en commun une blessure invisible. Une honte vécue en silence, parfois pendant des années. Ils racontèrent comment Mercer les avait piégés, comment il les avait poussés à la faute, humiliés en pleine rue, enfermés sans raison. Un homme raconta avoir perdu son emploi après une arrestation arbitraire. Une femme expliqua comment ses enfants avaient vu leur mère menottée à tort devant l'école. Un adolescent, aujourd'hui adulte, dit simplement « Il m'a appris à ne jamais faire confiance à un homme en uniforme ». Face à cette avalanche de vérité, la défense perdit pied. Ils tentèrent de discréditer les témoins, parlant de mémoire floue, de ressentiments exagérés. Mais cela ne faisait que renforcer le sentiment d'injustice dans la salle. Daniel Mercer, lui, restait mutique. Parfois il fixait le sol, parfois il regardait la juge. Mais il ne parla pas. Pas une fois. Le procureur termina sa plaidoirie finale avec ces mots. Nous avons construit une société dans laquelle la loi est censée nous protéger. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui incarnent la loi deviennent ses premiers traîtres? Quand l'uniforme devient un masque? Aujourd'hui, vous ne jugez pas un policier. Vous rendez justice à tous ceux qui l'a piétiné. Le jury délibéra durant 6 heures. Lorsqu'ils revinrent, la tension était palpable. Coupable. Surtout les chefs d'inculpation. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Puis, lentement, des murmures. Un souffle de soulagement. Des larmes. Des mains qui se serrent. Des têtes qui s'inclinent. Daniel Mercer resta figé. Comme si le verdict ne l'atteignait pas. Comme s'il ne comprenait pas encore que son pouvoir était tombé. Le juge annonça la sentence. 15 ans de prison ferme, inéligible à la libération conditionnelle pendant 10 ans. Mais au-delà de la peine, ce fut l'impact symbolique qui marqua les esprits. Pour la première fois depuis des années, un officier protégé par le système fut jugé par ce même système. Angela Reed quitta la salle sans triomphe. Elle ne sourit pas. Elle ne leva pas les bras. Elle savait que le combat ne faisait que commencer. Mais ce jour-là, elle avait brisé le silence. La chute fut rapide et brutale. À peine le verdict rendu, Daniel Mercer fut menotté. Cette fois, ce n'était pas lui qui tenait les menottes. C'était lui qu'on escortait, sans ménagement, hors du tribunal. Les caméras étaient braquées sur lui. Chaque image captée ce jour-là ferait le tour du pays. Dans les jours qui suivirent, sa vie fut démolie pièce par pièce. Son insigne fut révoqué. Il perdit son emploi, bien sûr, mais aussi sa pension de retraite. L'administration jugea qu'elle avait été obtenue en contexte frauduleux. Sa maison fut saisie. Il avait contracté un prêt, persuadé que sa carrière durerait jusqu'à la retraite. Sa femme demanda le divorce 3 semaines après le verdict. Il fut transféré dans une prison d'état de sécurité moyenne, mais loin de Houston. Trop dangereux pour lui de rester dans sa région. Trop de visages familiers.
Trop de passés croisés. Dans sa cellule, il passait la plupart de ses journées seul. Refusait les activités collectives. Il ne parlait pas. Ne lisait pas. Il écrivait parfois des lettres qu'il n'envoyait pas. Il semblait incapable de comprendre comment son monde avait pu s'effondrer si vite. Comment tout ce qu'il croyait acquis, autorité, respect, impunité, avait pu lui être retiré en quelques mois. Mais à l'extérieur, le monde, lui, avait compris. Son procès fut étudié dans des écoles de droit. Des universités l'analysèrent comme un cas d'école de déséquilibre de pouvoir, de système corrompu. Des documentaires furent produits. Des militants s'en inspirèrent pour faire voter de nouvelles lois sur la transparence policière. Angela Reed fut invitée à prendre la parole dans plusieurs institutions, mais elle déclina. Elle n'était pas là pour devenir une célébrité. Elle avait voulu rétablir l'équilibre, pas récolter des applaudissements. Et Daniel? Il resta une leçon. Une preuve que la justice, même lente, pouvait être implacable. Il ne fut pas un héros déchu. Il fut un homme trop longtemps intouchable, rattrapé par ses propres excès. Son nom, désormais, n'était plus associé à l'ordre. Il était associé à un avertissement. L'abus de pouvoir n'est pas éternel. Ce n'était pas qu'une histoire de flic et de juge. C'était l'histoire d'un homme convaincu d'être intouchable, confronté à une femme qui n'avait pas peur. C'était l'histoire d'un système, bâti sur des silences et des excuses, qui a enfin dû rendre des comptes. C'était surtout l'histoire de milliers de voix que personne n'avait écoutées, jusqu'à ce qu'une seule se lève, avec autorité, calme et vérité. Angela Reed n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. Elle n'a pas humilié. Elle a laissé les faits parler. Elle a laissé la justice faire son travail. Et en agissant, elle a prouvé que la dignité est parfois plus puissante qu'un badge. Mais ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dénoncé, ce qu'elle a exposé, n'a rien d'exceptionnel. Il y a des Daniel Mercé dans chaque ville. Des uniformes qui dissimulent le mépris. Des voix qui s'éteignent avant d'être entendues. Des abus qui passent inaperçus, parce que ceux qui les subissent n'ont ni micro, ni statut, ni protection. Et c'est là que vous entrez en jeu. Ce n'est pas qu'un fait divers. C'est un signal. Pour chaque spectateur, chaque citoyen, chaque témoin silencieux, vous avez un rôle à jouer. Filmez. Parlez. Soutenez. Dénoncez. La justice, ce n'est pas seulement dans les tribunaux. Elle commence dans la rue. Elle commence quand on refuse de détourner le regard. Elle commence quand on comprend que le respect de l'autorité ne doit jamais signifier soumission à l'injustice. Aujourd'hui, Daniel Mercé est en prison. Mais combien d'autres sont encore là dehors, persuadés qu'ils ne seront jamais inquiétés? Ne laissons pas cette histoire être une exception. Faisons un tournant. Mégaphone pour acclamation si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Et surtout, soyez attentifs. Parce qu'un jour, peut-être, vous serez la personne qui devra dire « Stop ». Et ce jour-là, souvenez-vous d'Angela Reed.